où nous explorons les recoins les plus curieux du comportement humain et des relations interpersonnelles. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un sujet fascinant et révélateur. 3 signes insoupçonnés que quelqu'un ne te sort pas de sa tête. Cette vidéo n'est pas seulement une exploration superficielle, c'est un guide détaillé qui promet de changer ta perspective sur comment et pourquoi certaines personnes te gardent constamment dans leurs pensées. Avant de commencer, permets-moi de te promettre quelque chose. À la fin de cette vidéo, non seulement tu seras capable d'identifier ces signes chez les autres, mais tu comprendras également les raisons psychologiques derrière eux. Cette compréhension te donnera un avantage dans tes interactions personnelles, t'aidant à mieux naviguer dans le monde complexe des relations humaines. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que notre cerveau était conçu pour se concentrer sur ce qu'il considère comme important, qu'il s'agisse d'une menace, d'un désir ou d'un intérêt amoureux. Lorsque quelqu'un ne te sort pas de sa tête, certains comportements et signes subtils émergent souvent, passés inaperçus par la plupart des gens. Aujourd'hui, nous allons démêler ces mystères. L'un des premiers signes que tu occupes une place de choix dans les pensées de quelqu'un, c'est sa manière de communiquer avec toi. Cette personne cherchera toutes sortes d'excuses pour te parler, que ce soit par message, appel ou même sur les réseaux sociaux. Observe la fréquence et le contenu de ses communications. T'écrit-elle des messages sans raison apparente ou cherche-t-elle à prolonger les conversations plus que d'habitude? Le deuxième indice concerne la manière dont cette personne réagit à ta présence et aux informations que tu partages. Elle semble se souvenir de détails spécifiques sur des choses que tu as mentionnées lors de conversations passées. Cela montre non seulement qu'elle t'écoute attentivement, mais aussi que tes paroles ont un impact significatif, retenant des détails que d'autres pourraient juger mineurs. Le troisième signe est moins évident, mais tout aussi révélateur, la manière dont cette personne te regarde. Il existe une différence palpable dans le regard de quelqu'un fasciné par toi. Ses yeux peuvent te suivre dans la pièce ou briller un peu plus lorsqu'il te voit. De plus, si tu es en conversation avec un groupe, tu te rendras compte que cette personne semble plus engagée lorsque tu parles, prêtant une attention particulière à tes interactions avec les autres. En plus de ces signes évidents, il existe des aspects plus profonds d'une pensée constante à ton égard, comme le langage corporel inconscient et les réactions émotionnelles que cette personne montre en ta présence. Par exemple, elle pourrait adopter une posture similaire à la tienne ou répondre émotionnellement à ce que tu dis, même si cela semble trivial. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Passons maintenant à la théorie psychologique qui sous-tend ces comportements. Selon plusieurs études et théories de la psychologie moderne, y compris les travaux de Freud, Jung et Rolando, nos cerveaux créent des connexions neuronales associées aux personnes que nous considérons comme importantes. Ces connexions se renforcent à chaque interaction significative, rendant la personne de plus en plus présente dans nos pensées. Rolando, en particulier, propose une interprétation intéressante de ces phénomènes dans sa série de cours sur les relations et l'autoconnaissance. Selon lui, lorsque quelqu'un ne te sort pas de sa tête, cela reflète souvent un intérêt émotionnel ou psychologique profond, qui peut être lié à des besoins et désirs personnels non résolus. Dans les prochains segments de cette vidéo, nous approfondirons comment ces comportements se manifestent spécifiquement et comment tu peux les interpréter et y réagir efficacement. Nous explorerons également plus en détail les enseignements de Rolando et comment ces cours peuvent t'aider à comprendre et à gérer tes propres réactions émotionnelles ainsi que celles des autres. Reste avec nous pendant que nous démystifions ces mystères ensemble et n'oublie pas qu'en comprenant ces signes, tu pourras changer radicalement ton approche des relations personnelles. Je t'invite à regarder de plus près, à réfléchir profondément et à te préparer à quelques révélations surprenantes. Allons-y. Nous plongeons maintenant plus profondément dans le fascinant sujet des signes subtils qui montrent que quelqu'un ne peut pas te sortir de sa tête, à travers l'analyse d'experts et de figures notables dans le domaine de la psychologie, comme Sigmund Freud, Carl Jung, Erich Fromm et particulièrement les insights fournis par Rolando. Nous allons explorer comment ces signes se manifestent et ce qu'ils peuvent nous apprendre sur les relations humaines et l'affection. Freud, le père de la psychanalyse, a largement abordé comment les êtres humains répriment certaines pensées et désirs,
mais ceux-ci continuent d'influencer notre comportement de manière subconsciente. Dans le contexte de ne pas pouvoir sortir quelqu'un de son esprit, Freud pourrait interpréter cela comme une manifestation de désir réprimé ou inachevé, qui continue d'influencer nos actions et pensées quotidiennes. Jung, de son côté, parlait des archétypes et de l'inconscient collectif. Selon lui, nous partageons tous certains symboles et figures qui se manifestent dans nos esprits à travers les rêves et dans la manière dont nous percevons les autres. Quand quelqu'un ne peut pas te sortir de sa tête, c'est peut-être parce que tu as touché une partie fondamentale de son inconscient collectif, agissant comme un archétype dans sa vie, comme l'anima ou l'animus qui représente les qualités féminines ou masculines idéales. Erich Fromm, connu pour ses travaux sur l'amour et l'interdépendance humaine, offre une autre perspective. Si quelqu'un te garde constamment dans ses pensées, Fromm pourrait suggérer que cela reflète une quête de connexion et d'amour qui va au-delà de la simple attraction physique ou émotionnelle. Il s'agit d'un effort pour atteindre une union plus profonde et significative qu'il considère essentielle pour la santé psychologique. Walter Rizzo, un psychologue moderne connu pour ses travaux sur la dépendance émotionnelle, abordera ce phénomène sous l'angle de la santé et de l'autonomie émotionnelle. Rizzo avertit de l'importance de reconnaître si la pensée constante de quelqu'un devient une obsession qui peut mener à la dépendance émotionnelle, ce qui peut être nuisible au bien-être personnel. Dans ce cadre théorique, les contributions de Rolando deviennent particulièrement pertinentes. Rolando a consacré une grande partie de sa carrière à étudier comment les relations affectent notre développement personnel et comment nous pouvons cultiver un amour-propre sain. Selon lui, lorsque quelqu'un ne te sort pas de sa tête, cela parle non seulement de ce qu'il ressent pour toi, mais aussi de comment ses interactions avec toi influencent son estime de soi et son développement personnel. Rolando suggère que ce phénomène pourrait être un miroir reflétant des aspects de notre propre psyché que nous devons explorer ou guérir. De plus, Rolando souligne l'importance de l'introspection et de l'auto-observation. À travers ces ateliers, il nous enseigne des techniques pour identifier quand nos pensées sur les autres servent de distraction face à nos propres problèmes non résolus et comment nous pouvons affronter ces défis de manière constructive. Dans ses propres mots, lorsque nous cessons de nous obséder sur la présence mentale des autres et commençons à nous concentrer sur notre propre bien-être émotionnel, nous ouvrons la porte à des relations plus saines et équilibrées. Cet abord est non seulement libérateur, mais il favorise également une meilleure santé mentale et émotionnelle. Poursuivant la profondeur des thèmes abordés dans ses cours, Rolando invite les participants à explorer comment ces obsessions affectent leur capacité à s'aimer et à se respecter eux-mêmes. En comprenant et en modifiant ces dynamiques, selon Rolando, les personnes peuvent non seulement se libérer de schémas de pensée destructeurs, mais aussi encourager des relations plus riches et plus gratifiantes. Pour ceux qui souhaitent approfondir ces idées et les appliquer dans leur vie, les cours de Rolando offrent un guide précieux et pratique. Ces programmes explorent ces thèmes en détail, fournissant des outils que les participants peuvent utiliser pour transformer non seulement leur manière de penser aux autres, mais aussi la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes. L'un des points clés que Rolando souligne dans ses enseignements est la nécessité de reconnaître nos propres projections sur les autres. Cela signifie comprendre que les qualités ou défauts que nous attribuons aux autres sont souvent le reflet de nos propres états internes et conflits non résolus. Cette compréhension peut être un premier pas crucial vers la guérison et le développement personnel. De plus, il insiste sur l'importance de la communication honnête et ouverte dans les relations. Selon lui, lorsque quelqu'un occupe constamment nos pensées, il est vital d'exprimer ses sentiments de manière saine, en évitant les suppositions et malentendus qui peuvent mener à des conflits inutiles ou à une souffrance émotionnelle prolongée. L'auto-acceptation est un autre thème récurrent dans le travail de Rolando. Il suggère qu'en acceptant et en aimant toutes les parties de nous-mêmes, y compris celles qui nous rendent vulnérables ou incertains, nous pouvons développer une plus grande résilience émotionnelle et réduire la dépendance à la validation externe. Rolando aborde aussi l'idée que garder quelqu'un dans nos pensées peut être une manière d'éviter d'affronter nos propres vies. À travers des exercices et des techniques, il nous aide à comprendre comment ces processus se déroulent et comment nous pouvons agir pour améliorer notre bien-être personnel. Comment se concentrer sur le présent et trouver la satisfaction dans nos propres expériences et réalisations
plutôt que de vivre par procuration à travers les autres. Les cours de Rolando explorent également l'intersection entre l'amour-propre et les relations saines. Il défend que c'est seulement en prenant soin de nous-mêmes et en honorant nos propres limites que nous pouvons former des relations véritablement nourrissantes et exemptes de dépendance. Sur un plan plus pratique, Rolando propose des stratégies pour se désidentifier des pensées obsessionnelles. Ces techniques incluent des exercices de respiration, la méditation et l'écriture réflexive qui aident les individus à se distancer de leurs émotions accablantes et à voir la situation sous un angle plus équilibré et objectif. La notion de réciprocité émotionnelle est également fondamentale dans son travail. Rolando souligne que les relations doivent être un échange équitable de donner et recevoir. Lorsqu'une personne réalise qu'elle pense constamment à quelqu'un qui ne répond pas de manière égale, cela peut être un signe de déséquilibre émotionnel qui nécessite d'être abordé. De plus, Rolando encourage ses étudiants à explorer leurs histoires personnelles et leurs schémas relationnels à travers la thérapie ou le coaching. Cette approche aide à identifier les racines profondes des comportements répétitifs qui pourraient empêcher la formation de relations saines et satisfaisantes. Il se concentre également sur le concept de résilience dans les relations. Apprendre à lâcher prise et à permettre aux relations de se développer naturellement, sans forcer les sentiments ou les situations, peut conduire à des interactions plus authentiques et significatives, un sujet qu'il explore en profondeur dans ses sessions. Enfin, Rolando incite chacun à réfléchir sur la différence entre amour et obsession. À travers ses cours, il fournit les outils nécessaires pour reconnaître cette différence et encourager une approche plus saine et centrée sur le respect mutuel dans toutes nos interactions. Le travail de Rolando nous invite à réfléchir sur la manière dont nos émotions et nos pensées se relient à la perception des autres dans notre vie. Combien de fois avons-nous laissé la présence d'une personne occuper autant d'espace dans notre esprit que nous oublions de nous concentrer sur nos propres besoins? Ce phénomène n'est pas rare. En fait, il fait partie de ce que Rolando décrit comme la distraction émotionnelle, un mécanisme que nous utilisons pour éviter de confronter nos propres insécurités. Lorsque quelqu'un ne peut pas arrêter de penser à vous, cela révèle aussi quelque chose de l'impact que vous avez dans sa vie. Cependant, Rolando avertit que nous ne devons pas toujours supposer que cet impact est entièrement positif ou désiré. Souvent, nous sommes des miroirs qui reflètent ce que l'autre a besoin de guérir. Cela nous amène à nous demander quelle partie de nous-mêmes pourrait agir comme un catalyseur dans les émotions et les pensées de cette personne. Du point de vue de Rolando, la connexion émotionnelle est un processus à double sens. Si quelqu'un occupe trop souvent votre esprit, demandez-vous si vous lui accordez du pouvoir sur vos émotions. Cette réflexion est cruciale, car elle nous permet d'identifier lorsque nous permettons à nos émotions d'être dictées par des facteurs externes, au lieu d'être gérées depuis un lieu d'autonomie. Dans ses cours, Rolando approfondit la manière dont nous pouvons reconnaître les signes d'une relation déséquilibrée. L'un de ces signes est l'obsession mentale, qui peut non seulement épuiser nos émotions, mais aussi limiter notre capacité à profiter pleinement du présent. Lorsque vous vous concentrez excessivement sur quelqu'un d'autre, vous cessez d'expérimenter la vie avec vos propres sens et émotions, affirme Rolando. De plus, Rolando aborde la manière dont la pensée récurrente envers une autre personne peut être un reflet de nos propres insécurités ou désirs non résolus. Par exemple, une personne qui pense constamment à une autre pourrait rechercher une validation ou une approbation qu'elle ne se donne pas elle-même. Ici, surgit une question puissante. Quelles émotions essayez-vous de combler en vous concentrant tant sur cette personne? Y a-t-il quelque chose que vous devez résoudre en vous-même? Dans le contexte des relations, Rolando souligne l'importance d'établir des limites claires, même dans nos pensées. Laisser quelqu'un vivre constamment dans votre esprit sans payer de loyer émotionnel est un acte d'auto-sabotage, dit-il. Cette phrase sert de rappel que notre bien-être émotionnel doit toujours être notre priorité, même lorsque nous sommes profondément connectés à quelqu'un d'autre. Rolando explore aussi l'importance du langage corporel et la façon dont il reflète nos émotions internes. Lorsqu'une personne ne vous sort pas de son esprit, son langage corporel peut le manifester de manière subtile, mais révélatrice. Cependant, il nous encourage à ne pas nous fier uniquement à ces signes extérieurs pour comprendre nos relations. Le langage corporel est important,
Mais il ne doit jamais être le seul indicateur d'intérêt ou d'affection, explique-t-il. Un thème récurrent dans les ateliers de Rolando est le concept de réciprocité émotionnelle. Lorsque quelqu'un occupe un espace constant dans nos pensées, nous devons nous demander si cette personne fait le même effort pour nous. Les relations déséquilibrées, où une seule personne investit émotionnellement, sont une recette pour l'insatisfaction, avertit-il. Une autre réflexion importante que Rolando soulève est la différence entre besoin et désir. Désirer être proche de quelqu'un est humain, mais avoir besoin de lui pour se sentir complet est un signe que quelque chose en nous nécessite de l'attention, dit-il. Cette distinction est cruciale pour maintenir des relations saines et équilibrées. Rolando nous invite aussi à explorer comment notre perception des autres peut être influencée par nos propres expériences passées. Souvent, ce que nous voyons chez les autres n'est qu'un reflet de ce que nous avons vécu ou de ce que nous craignons d'expérimenter. Cela signifie que nos interactions peuvent être davantage sur nous-mêmes que sur l'autre personne. Dans ces enseignements, il inclut des exercices pratiques conçus pour nous aider à reconnaître et gérer les pensées obsessionnelles. Par exemple, il recommande de pratiquer l'écriture réflexive pour identifier les schémas émotionnels et travailler à leur résolution. Cet exercice peut être transformateur pour ceux qui sentent que leurs émotions échappent à leur contrôle. Un aspect fascinant des enseignements de Rolando est son accent sur l'auto-acceptation. Ce n'est que lorsque vous vous acceptez pleinement pour ce que vous êtes que vous pouvez libérer les autres de la responsabilité de vous rendre complet, affirme-t-il. Cette approche nous pousse à remettre en question combien de notre bonheur nous déléguons aux mains des autres. Le concept de projection est également central dans ses cours. Rolando explique que nous projetons souvent nos propres insécurités ou désirs sur les autres, ce qui peut déformer notre perception d'eux. Reconnaître vos projections est une étape fondamentale pour construire des relations authentiques, dit-il. Rolando plaide également pour l'importance de la communication honnête dans les relations. Lorsque nous ne disons pas ce que nous ressentons vraiment, nous permettons à nos émotions de s'accumuler et de se transformer en pensées obsessionnelles. Par conséquent, parler ouvertement de nos émotions peut être un outil puissant pour nous libérer du cycle des pensées récurrentes. De plus, Rolando met l'accent sur la valeur de l'introspection dans le processus de guérison émotionnelle. En prenant le temps de réfléchir à nos propres besoins et désirs, nous pouvons identifier les domaines de notre vie qui nécessitent de l'attention et des soins. Cela nous aide à reprendre le contrôle de nos émotions et pensées. Un autre sujet important que Rolando explore est l'impact des attentes irréalistes dans nos relations. Lorsque nous attendons de quelqu'un qu'il comble tous nos vides émotionnels, nous condamnons cette relation à l'échec. Cela souligne l'importance de maintenir des attentes saines et réalistes. Dans ces ateliers, Rolando enseigne également l'importance d'établir des priorités émotionnelles. Avant de vous préoccuper des pensées et des sentiments des autres, assurez-vous que les vôtres sont en ordre, conseille-t-il. Cela nous rappelle que notre propre stabilité émotionnelle doit toujours être notre priorité. Enfin, Rolando aborde comment nous pouvons utiliser nos expériences passées comme outils de croissance, au lieu de nous enchaîner à la douleur. Chaque relation, même celle qui ne se termine pas bien, a quelque chose à nous apprendre, dit-il. En adoptant cette perspective, nous pouvons libérer nos émotions et nous ouvrir à de nouvelles possibilités. C'était un mercredi après-midi lorsque Anna, une jeune designer graphique, commença à remarquer des signaux qu'elle n'avait jamais considérés auparavant. Cela faisait presque 1 an qu'elle avait rompu avec Marcos, mais des événements récents la firent douter si vraiment il l'avait oublié. L'histoire que je vais vous raconter montre comment de petits signes peuvent suggérer que quelqu'un ne vous oublie pas malgré le temps et la distance. Anna organisait son espace de travail lorsque son téléphone vibra. C'était un message Instagram de Marcos, commentant une vieille photo qu'elle avait postée des années auparavant lors d'une excursion qu'ils avaient faite ensemble. Le commentaire était simple, un emoji de montagne, suivi de souvenirs incroyables. Ce petit acte fut le premier signe que Marcos avait révisé ses anciennes photos, un indice qu'il occupait encore une place dans son esprit. Plus tard, pendant les semaines suivantes, Anna commença à remarquer que Marcos apparaissait dans des endroits qu'ils fréquentaient ensemble. Au début, cela semblait une coïncidence. Un après-midi, elle le vit dans le café où ils avaient l'habitude de débattre de leurs projets créatifs. Il était seul,
plongé dans ses pensées. Lorsque leurs regards se croisèrent, Marco sourit avec nostalgie. Anna sourit en retour, ressentant un mélange d'émotions. La rencontre fortuite dans le café se transforma en une série de rencontres non planifiées dans d'autres lieux significatifs. La librairie où ils avaient trouvé ce livre d'art qu'ils adoraient tous les deux, le parc où Marcos lui avait déclaré son amour pour la première fois. Anna commença à soupçonner que ces rencontres n'étaient pas aussi fortuites qu'elles en avaient l'air. Un vendredi soir, alors qu'Anna était avec des amis, elle reçut une notification de Spotify. Marcos avait partagé une playlist avec elle intitulée « Nos jours ». La liste était remplie de chansons qui avaient eu une signification particulière pour eux deux durant leur relation. Des chansons de moments heureux, des chansons de demandes en mariage, des chansons de tout ce qu'ils avaient vécu. Ce fut à ce moment-là qu'Anna se rendit compte que la musique était une autre fenêtre sur les souvenirs partagés. Un autre signe qu'il ne l'avait pas oublié. Émue et confuse, Anna commença à réfléchir à ce que ces gestes pouvaient signifier. Était-il possible que Marcos ressente encore quelque chose pour elle, ou était-ce simplement la nostalgie qui le poussait à maintenir une certaine connexion? Anna décida de chercher des réponses. Elle se souvient des enseignements de Rolando sur les relations et sur la manière d'interpréter les signes émotionnels sans tomber dans des interprétations erronées ou des désirs propres projetés. Rolando disait toujours que comprendre ses propres émotions était la première étape pour interpréter correctement les signes des autres. Anna passa la nuit suivante à lire des notes de son cours, cherchant à trouver de la clarté au milieu de ses émotions troublées. Le cours soulignait l'importance d'une communication honnête et directe pour éviter les malentendus. Armée de nouvelles connaissances et d'une détermination renouvelée, Anna décida qu'il était temps de confronter la situation. Elle organisa une rencontre avec Marcos, suggérant de se retrouver au même café où ils s'étaient croisés par hasard quelques semaines plus tôt. Son intention était claire. Elle voulait comprendre ses motivations et, si possible, clore le cycle qui semblait les maintenir subtilement unis. Le jour du rendez-vous, Anna arrive tôt. Son cœur battait avec anticipation et nervosité. Elle se souvint d'un autre conseil de Rolando: garder son calme et contrôler ses émotions dans des situations potentiellement intenses. Elle respira profondément en attendant, révisant mentalement ce qu'elle voulait dire. Quand Marcos arrive, elle le salua avec un sourire tranquille. Ils commencèrent à parler de sujets généraux, mais petit à petit, guidée par les techniques apprises, Anna orienta la conversation vers des sujets plus personnels. Ils parlèrent de leurs vies actuelles, de leurs rêves et enfin de leurs relations passées. Marcos admit qu'il pensait plus souvent à elle que d'habitude. Il expliqua que partager la playlist et commenter ses photos avaient été des gestes impulsifs, motivés davantage par un sentiment de perte que par l'espoir de raviver quelque chose. Anna l'écouta attentivement, absorbant chaque mot, chaque pause, chaque soupir. Il était évident que tous deux avaient encore des sentiments l'un pour l'autre, bien que ces sentiments ne soient peut-être pas destinés à raviver une relation. Ils continuèrent à parler, chacun exprimant ses pensées et ses émotions avec une honnêteté qu'ils n'avaient pas eue depuis longtemps. Il était clair que ce dialogue était nécessaire, thérapeutique et, d'une certaine manière, libérateur. Au fur et à mesure que l'après-midi se transformait en soirée, ils ressentirent tous deux un soulagement, comme s'ils avaient enfin mis en mots tout ce qu'ils avaient besoin de dire. Cette conversation leur apporta non seulement de la clarté, mais aussi l'opportunité d'apprécier ce qu'ils avaient partagé et ce qu'il fallait désormais laisser partir. Ils décidèrent d'aller de l'avant séparément, mais avec un respect et une compréhension mutuelle qui n'avaient pu surgir que grâce à cette honnêteté et aux enseignements que Anna avait reçus de Rolando. Au fur et à mesure que la soirée tombait, ils se rendirent compte que cette rencontre marquait une conclusion nécessaire. Aucun d'eux ne prévoyait de tenter à nouveau une relation, mais ils avaient une compréhension plus profonde de ce que l'autre avait représenté pour eux. Marcos mentionna que les cours de Rolando l'avaient aidé à mieux comprendre ses propres émotions et à gérer la séparation de manière plus saine. Anna, de son côté, partagea comment ses apprentissages l'avaient préparé pour ce moment, lui permettant de gérer la conversation avec maturité et empathie. Ils se dirent au revoir avec un câlin qui portait le poids d'un adieu définitif, mais aussi la légèreté d'une réconciliation avec le passé. Tandis que Marcos s'éloignait, Anna resta là, réfléchissant à leur conversation. Elle se sentit soulagée et, d'une certaine manière, libérée.
elle savait que, même sans être attachés à un même chemin, ils pouvaient tous les deux avancer, reconnaissants pour ce qu'ils avaient partagé. Cette nuit-là, Anna écrivit dans son journal à propos de son expérience, en utilisant les outils d'introspection que Rolando avait enseignés dans son cours. Elle écrit sur l'importance de lâcher prise, de laisser partir non seulement les personnes, mais aussi les cycles de vie qui ne nous servent plus. Et bien qu'il y ait eu de la douleur en reconnaissant qu'une chose significative était arrivée à son terme, il y avait aussi une grande beauté dans le fait de l'avoir vécue et d'avoir appris d'elle. Les jours suivants, Anna se sentit plus légère. Elle éprouva ce sentiment de fermeture qui ne vient qu'en affrontant les vérités inconfortables et en les exprimant ouvertement. Elle se promit de continuer à appliquer les leçons de Rolando dans tous les aspects de sa vie, notamment dans sa manière de se rapporter aux autres et de gérer ses émotions. L'histoire d'Anna et Marcos n'est pas unique, mais sa résolution, elle, l'est. À travers son expérience, nous pouvons apprendre l'importance d'aborder nos relations passées et présentes avec honnêteté et maturité. La capacité de naviguer à travers nos émotions et nos relations interpersonnelles avec clarté est un outil inestimable. Et c'est ici que les conseils de Rolando brillent vraiment. Dans les jours à venir, Anna prévoyait de partager son expérience dans un blog, espérant que son histoire puisse inspirer d'autres personnes à rechercher la résolution et la croissance personnelle. Elle voulait souligner que parfois, les enseignements les plus précieux viennent des moments les plus difficiles et comment, avec les outils adéquats, nous pouvons transformer la douleur en apprentissage et en croissance. Avec cette nouvelle perspective, Anna ne ferma pas seulement un chapitre avec Marcos, mais en ouvrit un nouveau pour elle-même rempli de possibilités et de promesses d'auto-découverte et d'amour propre. C'était le début d'une nouvelle ère pour elle, une ère de vivre pleinement et consciemment, armée du savoir nécessaire pour faire face à ce que la vie lui réservait. À mesure que Anna avançait dans son cheminement d'auto-découverte et de guérison, elle se retrouva à explorer plus profondément les concepts que Rolando avait esquissés dans ses cours. Elle avait appris à reconnaître les signes subtils qui montraient qu'elle n'avait pas été oubliée, que Marcos pensait encore à elle de manière qu'elle n'avait pas envisagée. Le premier de ces signes arriva sous la forme d'un vieux livre que Marcos lui avait offert, qu'elle trouva en réorganisant ses étagères. Le marque-page était toujours à la page où ils avaient débattu intensément du destin des personnages, un après-midi pluvieux qui semblait maintenant un souvenir lointain. Cette découverte fut un rappel physique des liens qui persistaient encore, une preuve que les connexions émotionnelles ne s'effacent pas facilement, même à distance. Ensuite, lors d'une rencontre fortuite dans le café où ils avaient l'habitude de se retrouver, Marcos mentionna en passant qu'une chanson qui passait en fond sonore avait été une de ses préférées. Ce n'était pas une référence directe à leur relation passée, mais le fait qu'il ait choisi de partager ce détail avec Anna était significatif. Il avait parlé de la manière dont les gens expriment souvent leurs pensées et sentiments non résolus à travers des références indirectes à des expériences partagées. Le troisième signe fut peut-être le plus utile, mais aussi le plus révélateur. Anna commença à remarquer de petits changements sur les réseaux sociaux de Marcos. Ils n'étaient pas frappants, mais significatifs. Des photos de lieux qu'ils avaient revisités ensemble, des citations sur le développement personnel qui reflétèrent des conversations qu'ils avaient eues. Ce n'étaient pas seulement des signes de nostalgie, mais aussi des rappels puissants de l'impact durable qu'ils avaient eu l'un sur l'autre. À mesure qu'Anna réfléchissait à ces signes, elle se rendit compte de tout ce qu'elle avait appris sur l'importance de la perception et de l'interprétation dans les relations humaines. Ces petits gestes étaient des manifestations d'un lien qui, bien qu'il se soit transformé, existait encore d'une certaine manière. Ils lui permirent de voir que, bien que sa relation avec Marcos ait changé, l'influence mutuelle qu'ils avaient exercée l'un sur l'autre était toujours présente dans leur vie. Avec chaque découverte, Anna se sentait plus équipée pour gérer ses émotions avec plus de sagesse. Les cours de Rolando ne l'avaient pas seulement aidé à mieux comprendre ses propres réponses émotionnelles, mais lui avaient également donné les outils pour interpréter les signes des autres d'une manière qu'elle n'avait pas su faire auparavant. Dans son journal, Anna commença à documenter ses rencontres et réalisations, réfléchissant à la manière dont chacune d'elles contribuait à son développement. Cet exercice ne lui servait pas seulement de catharsis,
Mais il renforçait aussi les leçons apprises et l'aidait à construire un nouveau cadre pour comprendre les relations d'une manière plus mature et consciente. Cette exploration des signes et des signaux est devenue une partie cruciale de son voyage vers l'amour propre et la compréhension. À travers son interaction avec les matériaux de Rolando, Anna n'apprenait pas seulement à lâcher prise, mais aussi à attirer de nouvelles compréhensions et possibilités dans sa vie. Chaque nouveau signe, chaque petite confirmation, était une pièce de plus dans le puzzle de son évolution personnelle. Anna se transformait en utilisant les outils fournis par les cours de Rolando pour naviguer non seulement dans les eaux des relations passées, mais aussi dans celles de son propre développement intérieur. Anna commença à remarquer que sa relation avec le passé se transformait en quelque chose de plus sain. Avant, chaque signal ou souvenir lui aurait provoqué un tourbillon d'émotions, de la nostalgie à l'anxiété. Mais maintenant, grâce aux outils qu'elle avait appris de Rolando, ces signaux étaient des opportunités pour réfléchir à ce que cette étape de sa vie avait signifié et à ce qu'elle en avait appris. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc, Anna tomba sur un groupe de musiciens de rue interprétant l'une des chansons de la playlist que Marcos lui avait partagée. Au lieu de ressentir un nœud à l'estomac, elle sourit chaleureusement en se souvenant des bons moments, mais sans le poids de la mélancolie. C'est incroyable comment la perception change quand on se choisit soi-même, pensa-t-elle. À mesure qu'Anna avançait dans son parcours de découverte de soi, elle commença à écrire sur ses expériences dans un blog qu'elle avait créé comme un espace de réflexion et de croissance personnelle. Son objectif n'était pas seulement de traiter ses émotions, mais aussi de partager son apprentissage avec d'autres qui pourraient traverser des situations similaires. Le blog commença rapidement à résonner avec ses lecteurs, qui partageaient leurs propres histoires dans les commentaires. Un jour, elle reçoit un message direct d'une lectrice la remerciant pour son dernier article. « Grâce à toi, j'ai décidé de m'inscrire au cours de Rolando », disait le message. Anna ressentit une vague de gratitude et de but, sachant que son expérience aidait les autres à guérir et à grandir. C'était comme si les leçons qu'elle avait apprises se multipliaient à travers les histoires des autres. Anna continua à approfondir les concepts d'amour propre et de limites émotionnelles que Rolando avait expliquées. Elle se souvenait de l'une de ses phrases qui était devenue son mantra. « L'amour propre n'est pas de l'égoïsme, c'est la base à partir de laquelle on peut aimer authentiquement les autres. » Cette idée la guidait dans chaque décision, l'aidant à prioriser son bien-être sans culpabilité. L'impact de cette transformation se reflétait également dans ses relations actuelles. Anna commença à s'entourer de personnes qui valorisent son authenticité et son engagement envers la croissance personnelle. Bien qu'elle pensât encore à Marcos de temps en temps, ses pensées n'avaient plus le pouvoir de la distraire ou de la détourner de son chemin. Marcos, de son côté, semblait aussi être dans un processus de transformation. Anna remarquait, dans les rares interactions qu'ils avaient, une maturité qu'elle n'avait pas vue auparavant. Peut-être travaillait-il aussi sur ses propres émotions, et bien que ce ne fût pas quelque chose qu'Anna ressentait le besoin de vérifier, elle se réjouissait que tous deux puissent aller de l'avant de manière positive. Une nuit, en parcourant son journal, Anna trouva une entrée qu'elle avait écrite quelques mois plus tôt, juste après sa rupture avec Marcos. Les mots reflétèrent le désespoir et un désir de comprendre ce qui avait mal tourné. Maintenant, en relisant ces lignes avec des yeux renouvelés, elle se rend compte de combien elle avait grandi. « Il ne s'agit pas de ce qui a mal tourné, mais de ce que j'en ai appris », écrivit-elle dans une nouvelle entrée. Anna commença aussi à pratiquer la gratitude quotidienne, un outil qu'elle avait appris dans les cours de Rolando. Chaque nuit, elle notait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante et, avec le temps, cela changea sa perspective sur les défis et les pertes. Marcos, au lieu d'être un chapitre douloureux, devint une partie importante de son évolution personnelle. Lors d'une réunion avec des amis, elle partagea certaines des leçons qu'elle avait apprises. Une de ses amies, qui traversait une séparation difficile, lui demanda « Comment as-tu réussi à trouver la paix après tout ça ?» Anna sourit et répondit « Le secret, ce n'est pas de chercher la paix à l'extérieur, mais de la cultiver en toi-même. Rolando m'a aidé à comprendre cela. » Les jours passèrent et Anna commença à travailler sur un projet de design graphique qu'elle avait repoussé pendant longtemps. Ce projet n'était pas seulement un travail, c'était une expression de sa créativité et de son indépendance. Chaque ligne,
Chaque couleur représentait une partie de son voyage vers l'amour-propre. Un jour, en vérifiant ses emails, elle trouva une invitation à donner une conférence sur son expérience de croissance personnelle. L'événement, organisé par une communauté locale de bien-être émotionnel, serait une opportunité de partager ses apprentissages avec un public plus large. Anna accepta, enthousiasmée par la possibilité d'inspirer les autres. Lors de sa conférence, Anna parla avec sincérité de son histoire, mentionnant comment les cours de Rolando avaient été un pilier dans son processus de transformation. À la fin de sa présentation, de nombreuses personnes s'approchèrent pour la remercier de sa sincérité et des outils pratiques qu'elle avait partagés. Anna savait que son voyage ne s'arrêtait pas là. Comme elle l'avait appris, la croissance personnelle était un processus continu. Mais pour la première fois, elle avait l'impression de vivre avec un but et une authenticité, sans fardeaux émotionnels inutiles. Chaque jour, Anna se réveillait avec un sentiment de gratitude pour le présent et d'optimisme pour l'avenir. Les souvenirs de Marcos étaient toujours là, mais ils n'étaient plus un poids. Au contraire, ils étaient la preuve du chemin parcouru et de tout ce qu'elle avait appris. Dans un de ses articles de blog, elle écrivit « Lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est libérer ce qui ne te sert plus pour faire de la place à ce qui compte vraiment. » Cette phrase résonna profondément chez ses lecteurs, qui y virent un puissant rappel de l'importance de prioriser l'amour-propre. L'histoire d'Anna était un témoignage que même les expériences les plus difficiles pouvaient se transformer en opportunités de croissance. En réfléchissant à son parcours, elle se sentit profondément reconnaissante de l'impact que les enseignements de Rolando avaient eu dans sa vie. En fermant son ordinateur portable ce soir-là, Anna se promit de continuer à apprendre et à grandir, peu importe les défis que la vie lui apporterait. Elle savait qu'elle avait désormais les outils pour les affronter avec courage et amour-propre. Anna commença à explorer la possibilité d'écrire un livre basé sur son expérience et les leçons qu'elle avait apprises. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de puissant dans le fait de partager son histoire de manière plus structurée, non seulement pour inspirer les autres, mais aussi pour consolider tout ce qu'elle avait vécu et appris. Dans chaque chapitre, elle comptait inclure des réflexions, des questions d'introspection et les phrases qui l'avaient le plus marquée dans les cours de Rolando. Alors qu'elle travaillait sur le premier brouillon de son livre, Anna remarqua quelque chose de curieux. En se souvenant des moments les plus difficiles avec Marcos, elle ne ressentait plus la douleur qui l'avait autrefois paralysée. Au lieu de cela, elle voyait chaque souvenir comme une page qui l'avait amenée à devenir celle qu'elle était aujourd'hui. C'était un changement si profond qu'elle en fut elle-même étonnée de la paix qu'elle ressentait en écrivant sur ces jours-là. En parallèle, Anna décida d'élargir son blog pour inclure des histoires d'autres personnes. Elle invita ses lecteurs à partager leurs propres expériences d'amour-propre, de croissance et de surpassement. Les réponses furent accablantes. Des histoires du monde entier commencèrent à arriver, chacune avec une leçon unique qui renforçait l'idée que nous faisons tous face à des luttes similaires, mais que nous avons aussi le pouvoir de les surmonter. Un message, en particulier, attira son attention. C'était celui d'une jeune femme qui traversait une situation presque identique à celle qu'Anna avait vécue avec Marcos. La jeune femme la remerciait d'avoir partagé son parcours et lui confiait que, grâce à ses paroles, elle avait trouvé le courage de se prioriser pour la première fois. Ce message renforce encore le but d'Anna de continuer à partager et à aider les autres. Au fil du temps, Anna commença à recevoir des invitations pour participer à des panels et à des conférences sur le développement personnel et les relations saines. Lors de chaque événement, elle mentionnait avec gratitude comment les cours de Rolando avaient été essentiels à sa transformation. « Je n'ai pas seulement appris à lâcher prise, j'ai appris à vivre pleinement », répétait-elle avec conviction. Lors d'une conférence, Anna eut l'occasion de rencontrer Rolando en personne. Elle le remercia profondément pour les outils qu'il avait partagés, des outils qui avaient changé sa vie. Rolando, avec un sourire, lui répondit « Le mérite est entièrement pour toi, Anna. Je t'ai juste montré le chemin, mais c'est toi qui as eu le courage de le parcourir. » Ce moment marque un avant et un après dans le voyage d'Anna. Non seulement il valida sa transformation, mais il l'inspira également à continuer d'explorer son propre potentiel. Le voyage d'Anna est un témoignage du pouvoir de l'autoréflexion et de l'analyse dans le processus de guérison. Ce n'est pas simplement une question de surmonter une relation passée, mais de comprendre les complexités des interactions humaines
et d'apprendre à voir au-delà de l'évidence. Anna commençait à reconnaître que la véritable guérison et le développement venèrent de regarder à l'intérieur d'elle-même autant que vers le monde extérieur. Chaque signe qu'elle reconnaissait était un pas vers une plus grande clarté et compréhension, un pas vers une version d'elle-même plus pleine et accomplie. Anna approfondit sa compréhension des signes et de son voyage personnel vers la croissance. Chaque découverte et chaque nouvelle leçon apprise dans les cours de Rolando l'aidèrent non seulement à faire face aux souvenirs du passé avec Marcos, mais aussi à s'ouvrir à de nouvelles opportunités dans la vie. L'histoire d'Anna démontre comment les signes subtils peuvent avoir de grandes implications et comment interpréter ces perceptions peut transformer notre vision et notre expérience des relations. Avec une décision ferme, Anna ferma le chapitre de sa relation avec Marcos, non pas avec tristesse, mais avec gratitude pour les leçons apprises et les moments partagés. Elle comprit que lâcher prise n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est se préparer à ce qui est nouveau et meilleur. La clé résidait dans la reconnaissance du moment où il faut lâcher prise et celui où il faut être ouvert aux nouvelles possibilités. Cette nouvelle compréhension permet à Anna de se connecter davantage à ses désirs authentiques, adoptant l'idée que l'amour de soi est essentiel pour toute forme d'amour véritable et sain avec les autres. Reconnaissante pour les outils obtenus dans les cours, Anna se sentit prête à affronter l'avenir avec optimisme et le cœur ouvert. Anna réfléchissait aux petites actions ou gestes qui pouvaient indiquer des pensées ou des sentiments profonds et se demandait comment les autres interprétaient ces signes dans leurs propres relations. Elle se questionnait sur l'équilibre entre lâcher prise et attirer ce qu'ils désiraient vraiment dans leur vie et comment ils avaient géré ce processus. Elle considérait aussi combien l'amour de soi impactait la manière dont les gens interagissaient et maintenaient leurs relations personnelles. Dans l'histoire d'Anna, nous avons vu comment l'interprétation de certains signes et son focus sur l'amour de soi l'ont guidée à travers un profond voyage émotionnel et psychologique. À travers son processus, Anna utilisa les connaissances acquises dans les cours de Rolando pour restructurer ses pensées et comportements, ce qui est un principe fondamental dans la thérapie cognitivo-comportementale. Anna apprit à gérer ses émotions et à réorienter ses pensées vers une perspective plus saine et centrée sur le respect de soi. Elle se questionnait sur les implications de ces petits gestes ou signes qu'elle percevait de Marcos, se demandant ce qu'ils signifièrent vraiment et comment elle devrait les interpréter. Elle se demandait comment ces perceptions influençaient son bien-être émotionnel et comment le renforcement de son amour de soi pouvait positivement transformer la dynamique de ses futures relations. Ces réflexions l'amènèrent à valoriser davantage son développement personnel et à se concentrer sur la création de relations plus saines et équilibrées. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.